bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et triathlète depuis plus de 20 ans. Chaque semaine, nous vous proposons un thème et un invité. Aujourd'hui, commençons par découvrir ensemble la personne qui va nous accompagner pour quelques jours. Pour participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook, c'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous. Allez, c'est parti, on lance le thème de la semaine avec notre invité. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le premier épisode de la série du podcast Devenir triathlète où cette semaine, nous allons parler à nouveau nutrition, alimentation, mais pas que. Nous allons aussi parler Jeux Olympiques avec notre invité de la semaine. Mais laissez-moi d'abord vous présenter mon compère, mon co-animateur sur ce podcast, à savoir Olivier Descuter, le fondateur de la marque Ohana. Salut Olivier. Salut Hermano. Eh bien, je te présentais très rapidement, cher invité, notre invité de la semaine, Valentin Lacroix. Salut Valentin. Salut Hermano et salut Olivier. Bon, on va, comme d'habitude, te laisser te présenter. Mais déjà, est-ce qu'on dit Valentin? Est-ce qu'on dit docteur Lacroix? Est-ce que tu es docteur déjà? Non, je suis diététicien nutritionniste. Je me suis formé à tout ce qui est micronutrition, nutrition du sportif. Je suis également cuisinier et du coup, on va pouvoir parler un peu de tout ça et de cette vision un peu globale de l'alimentation que je vais avoir aux Jeux Olympiques. Pour nos auditeurs les plus fidèles, ils se souviendront que Valentin est déjà passé sur le podcast en début d'année. On avait déjà parlé un petit peu des bases de la nutrition avec Valentin, mais voilà, on a voulu remettre le couvert, tout simplement parce qu'il y avait énormément de choses à dire et puis surtout parce que Valentin est en pleine préparation des JO. Et c'était le moment rêvé pour reparler un petit peu de tout ça. Donc voilà, merci Valentin d'avoir accepté notre invitation à nouveau. Merci à tous les deux. Ce sera pas docteur Lacroix, mais chef Lacroix, c'est ça, si j'ai bien compris. Tu disais que Valentin se prépare pour les JO. On sait que la cuisine est un sport national au Japon, mais tu te prépares en tant que sportif ou en tant que préparateur au niveau de l'assiette des sportifs? En tant que sportif, ça va être compliqué. Là, je suis pas dans ma préparation optimale. Non, j'accompagne du coup la Fédération française de cyclisme, et notamment le cyclisme sur route, en tant que nutritionniste sur les aspects récupération, sommeil, etc. Mais aussi et surtout même sur la cuisine, parce que vis-à-vis des contraintes sanitaires liées au Covid et à l'organisation générale au Japon, parce l'épreuve n'a pas lieu directement à Tokyo, on sera en fait sur un fonctionnement autonome en Airbnb en fait. Et du coup, je m'occuperai de la restauration et tous les aspects nutrition sur place en direct. On sera autonome. C'est génial. Et c'est une pratique courante d'avoir un nutritionniste et cuisinier en même temps. En général, il y a les deux. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus dans les sports professionnels et notamment dans le vélo parce que déjà, il y a plus de moyens, donc les staffs sont plus étoffés. Après, je pense que la double compétence cuisinier-nutritionniste, je sais pas si elle est rare, mais c'est pas forcément le cas de tous. Je pense que dans certaines équipes, il y a des vrais chefs cuisiniers qui sont habitués, à potentiellement la gastronomie et autres, et des nutritionnistes qui sont vraiment spécifiques, focus sur leur sujet. Et c'est pas indissociable d'avoir les deux compétences ou qu'une seule, et on peut aussi faire du très bon travail en équipe. Du coup, t'as un seul contrat ou t'en as deux? J'espère. Un et demi? En tout cas, j'aurai qu'un seul contrat. Je pense que je vais travailler pour deux. Bon, c'est pas la question. Il y a l'enjeu de l'événement et c'est avec plaisir. Non, bien sûr. Toi, justement, comme tu vas faire partie du staff, au-delà de la polémique sur le Covid, tu auras un badge d'accès. Tu pourras aller voir les sports qui t'intéressent ou toi, tu fais partie du staff, mais t'as pas le droit d'aller assister aux compétitions. En dehors de ton job de cuisinier et de préparer les assiettes pour tout le monde, je veux dire. Et la grande question, c'est toujours les mêmes problématiques aux Jeux Olympiques au niveau des accréditations. Pour l'instant, j'aurai une accréditation pour un minima aller voir mon épreuve qui est le vélo. Après, déjà, vu qu'on n'est pas sur Tokyo, ce sera plus compliqué d'aller voir d'autres épreuves. On verra, mais je pense que ça sera assez compliqué vis-à-vis des restrictions sanitaires actuelles. Par rapport à ta double casquette, justement, même ta triple, chef, cuisinier et nutritionniste, déjà, est-ce que tu vas cuisiner uniquement pour les sportifs? Est-ce que tu vas cuisiner pour tout le staff de l'équipe de France de cyclisme ou uniquement le staff de l'équipe de France cyclisme sur route? Ça représente combien de personnes? Donc là, on sera sur 6 athlètes, une femme et 5 hommes qui vont arriver en deux charters. Donc d'abord, et sans doute, un homme, une femme, puis après 4 autres hommes qui vont arriver un peu plus tard. Donc la priorité, ça sera sur les coureurs. Et puis après, on va voir par rapport au mode de fonctionnement. Soit on propose un peu un mode éclaté en termes de menu au staff, ou alors on s'organise selon l'organisation générale, parce qu'on arrive dans ce contexte international qu'on connaît pas trop au niveau de l'approvisionnement, de comment faire les courses, etc.
Donc si c'est possible, on élargira au staff, mais c'est pas la priorité dans tous les cas. Et au pire, on pourra se retourner sur d'autres moyens de s'alimenter. Qu'est-ce que ça veut dire être nutritionniste et cuisinier pour des sportifs et en particulier pour des cyclistes et encore plus spécifiquement pour des cyclistes sur route? Est-ce que il y a vraiment une spécificité par rapport au sport ou est-ce que, quel que soit le sport finalement, toi ce que tu vas regarder ça va être le besoin énergétique, la consommation calorique, les apports que tu dois combler dans l'assiette, puis après tu fais quoi? Tu mesures ce qu'ils mangent effectivement, ce qu'ils mangent pas, tu leur donnes des conseils, tu fais la pesée le matin, comment ça se passe? Ben, c'est assez pluridisciplinaire, mon champ d'action que j'aurai sur place. Après, il y aura surtout un gros travail en amont sur les recettes, les menus, tout planifier en termes d'apport calorique aussi. Parce que, en plus d'être une discipline qui est exigeante par rapport au temps d'effort, par exemple sur les hommes, on sera sur 230-240 km et près de 5000 mètres de dénivelé. Donc c'est plus de 6 heures de vélo le jour J. Donc une dépense énergétique qui s'anticipe et qui sera importante le jour J. Pour les filles, on est sur une durée un peu plus courte, mais qui est quand même importante par rapport aux habitudes. Et ce qui est le plus passionnant sur ces Jeux Olympiques, c'est que en plus de l'exigence de la discipline, on va se retrouver pour la plupart des hommes et la plupart des femmes à la sortie d'une grande course. Donc les hommes vont sortir le Tour de France. 6 jours après, ils font une course de quasiment 250 km à l'autre bout de la planète, en récupérant du coup du Tour de France ou du Tour d'Italie pour les femmes, en gérant aussi toutes les conditions Plus climatiques, du voyage plus le voyage, le jet lag, le sommeil et les conditions chaudes et humides qu'on va sans doute retrouver. et la déshydratation dans l'avion et autres. Exact. Donc la déshydratation pendant l'avion, le sommeil, la récupération, changement d'alimentation, même si le fait d'avoir un cuisinier occidental, ça nous permet de cadrer un peu plus ce qu'on souhaite avoir dans l'assiette. Mais en termes de choix d'aliments, on part un peu dans l'inconnu, même si voilà, il y a des aliments comme le riz, etc., qu'on aura certainement au Japon et sur lesquels on prend aucun risque. Mais il y a quand même quelques inconnus qui, on va pas dire qui posent souci, mais en tout cas qui nécessitent de l'anticiper au maximum. Même si tu as l'habitude de travailler avec certains mets en France, enfin en Europe de manière générale, c'est vrai que sur un autre continent, tu n'auras peut-être pas forcément la même chose. On parle de riz tout bêtement, un riz italien, un riz espagnol, un riz japonais ou un riz malgache va pas être le même. On va être peut-être sensiblement sur la même chose en termes d'apport calorique, mais peut-être pas sur les autres nutriments, non? C'est ça. Après, sur ce type d'aliments, il n'y aura pas des grandes différences, mais sur des viandes, des poissons, sur des fruits et légumes aussi. On sait qu'au Japon, les fruits et légumes sont des produits de luxe. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va trouver, à quel prix, etc. Voilà, c'est des choses que je vais anticiper au maximum. Mais vis-à-vis de ce contexte international, ça laisse un petit peu avec quelques surprises, mais c'est ça qui fait la beauté du défi, on va dire. Et est-ce que tu as un budget illimité ou au contraire, tu es contraint à un budget et ça rajoute une difficulté pour toi? Non, sur ce type d'événement, je ne vais pas dire qu'on ait un budget illimité, hein, mais on a la chance avec la Fédération française de cyclisme d'avoir quand même des budgets qui nous laissent de quoi faire du bon travail. Donc surtout sur ce type d'événement, ça va pas être le facteur limitant, notamment sur la nourriture et sur l'hébergement, parce qu'on sait que pilier de la récupération, des choses qu'on avait abordées sur le précédent podcast, c'est la nutrition, l'hydratation et le sommeil. Donc sur ces points-là, il n'y aura aucune concession de fait. Et peut-être que sur d'autres choses, oui, mais voilà, sur un tel événement, il y a des priorités quand même. Est-ce que tu interviens aussi dans, puisque c'est le vélo, dans ce que les coureurs et les coureuses vont mettre dans le bidon? Oui, après, la particularité du cyclisme sur route, c'est que c'est avant tout des cyclistes qui sont professionnels, donc dans des équipes toute l'année, donc qui sont habitués à leurs produits. Donc voilà, j'ai très peu d'impact sur ce point précis en tout cas. Et du coup, c'est des athlètes que tu suis alors depuis combien de temps? Parce que comme tu dis, eux sont déjà dans des équipes professionnelles, donc j'imagine qu'ils ont déjà leur staff, ils ont déjà leur nutritionniste qui les suit, etc. Comment ça se passe? Toi, ça a commencé quand déjà l'accompagnement avec eux? Donc sur le cyclisme sur route, j'ai pas d'accompagnement nutritionnel tout au long de l'année. On va dire que je fais le lien en amont des compétitions avec les staffs des équipes, comme au dernier championnat du monde sur route, où d'ailleurs j'ai rencontré certains athlètes qui seront aussi sans doute à Tokyo. Mais sinon, c'est pas comparable par exemple avec le suivi que j'effectue en cyclisme sur piste, où là, depuis près de 2 ans, je suis présent sur des compétitions, sur des stages, des rassemblements, où il y a vraiment un travail de fond qui est fait, même jusque dans l'élaboration d'un carnet de recettes, de cours de cuisine, etc. Donc c'est pas comparable. Là, on va dire que sur l'épreuve sur route aux Jeux Olympiques, donc route et contre la montre, on n'en a pas parlé, mais il y aura 2 épreuves.
C'est vraiment être présent sur place et assurer un service de qualité par rapport aux exigences. Quand tu dis contre-la-montre, c'est contre-la-montre sur route ou sur piste? Donc il y aura le cycliste sur piste d'un côté où je serai pas présent, même si en amont j'aurai tout préparé, tous les protocoles nutritionnels, etc. Donc ça sera mis en place par les kinés, les médecins qui seront sur place. Et là avec la route, donc il y aura 2 épreuves, les épreuves en ligne, donc une partie en ligne puis un circuit pour les hommes et les femmes, donc 250 et à peu près 130-140 bornes pour les filles. Et 2 ou 3 jours environ après ces épreuves, on aura les contre-la-montre individuels sur route. Où là, on aura un homme et une femme. Oui, tu disais que c'est des athlètes que tu n'as pas forcément suivis au long cours, mais par contre, pour tes athlètes que tu suis sur piste normalement, dans le cadre de tes fonctions à l'INSEP, tu prépares un planning nutritionnel. Donc pour ces sportifs-là que tu accompagnes au JO cette année, j'imagine que toi aussi, tu vas recevoir un planning nutritionnel de la part de tes confrères. Et dans ce cas-là, tu vas en plus devoir adapter non seulement à l'alimentation présente sur place, aux possibilités ou pas d'approvisionnement, en plus par rapport aux souhaits, aux désirs, au goût et au planning nutritionnel de chacun, non? Bon, on n'est pas non plus dans ce degré de précision. Ça va surtout être éventuellement des problématiques d'intolérance, d'hypersensibilité par rapport à des aliments. Mais sinon, déjà qu'on est à l'étranger dans ce contexte, c'est pas gérable de faire du cas par cas. Et puis c'est pas le but non plus, c'est vraiment la vision générale qu'a la Fédération française de cyclisme, mais sans doute ailleurs. Et c'est celle que je pense qui est la meilleure. C'est de proposer quelque chose pour tout le monde. Et puis c'est aussi aux athlètes de s'adapter. On sait qu'on met un haut niveau d'exigence sur le plan du staff. Voilà, sur le principe, les athlètes, on met tous les moyens en place pour qu'ils soient bien. Après, il y a aussi certaine attente vis-à-vis d'eux pour qu'ils soient aussi conciliants par rapport à ces enjeux. Et il y a une différence de régime entre les cyclistes route et contre-la-montre? Non, ce qui peut éventuellement un petit peu changer, c'est les gabarits. Je pense notamment aux hommes, où il y a bien une quinzaine de kilos d'écart. Donc sur les besoins énergétiques sont un peu différents. Et après, bien sûr, vis-à-vis de l'exigence de la discipline, entre une épreuve contre la montre, 40 minutes, 1 heure, et plus de 6 heures de vélo pour les hommes, pendant l'effort, ça sera différent. Mais sinon, dans le quotidien, ça reste des cyclistes qui ont plus ou moins les mêmes apports. Grosso modo, ça va être les portions qui vont changer, et puis j'imagine peut-être le repas de la veille et le jour J, quoi. Ouais, en fait, en amont du contre-la-montre, on va pouvoir anticiper la recharge des stocks de glycogène, justement en apportant un peu plus de glucides, tout simplement la veille de l'épreuve. Et sur l'épreuve sur route, on va anticiper à 2-3 jours en amont. Et puis pareil, même si c'est un peu plus individuel, sur le côté digestif, on pourra aussi faire plus ou moins de concessions selon les sensibilités et selon le ressenti sur place, parce que beaucoup de choses vont se bouleverser avec le décalage horaire, le sommeil, le changement de nourriture, potentiellement la fatigue du Tour de France ou du Giro pour la féminine. Donc voilà, s'il y a des troubles digestifs le jour J, même si c'est pas moi qui fais les suivis au quotidien nutritionnels, ça me permet d'être là, présent sur place à l'instant T, pour pouvoir aiguiller l'athlète ou éventuellement adapter son plat pour que ça lui convienne en fait. Et justement, pourquoi est-ce que c'est pas toi qui fais le suivi nutritionnel au quotidien? Parce que là, toi, tu n'interviens que pendant la semaine de compétition à Tokyo, tu veux dire ça? Ouais, c'est ça. Simplement parce que il y a des staffs qui sont différents en équipe professionnelle et que j'interviens pas auprès de ces équipes. Après là justement, l'important c'est bien de faire le lien avec ces équipes pour que les athlètes en fait retrouvent plus ou moins les conditions de tous les jours qu'ils rencontrent toute l'année, et même si on est à l'autre bout du monde, que ça soit plus ou moins la même routine et que ça les chamboule le moins possible. Et du coup, ça veut dire que tu connais extrêmement bien les régimes alimentaires de toutes les différentes équipes pro. Est-ce que tu vois des grosses différences? Je pense que tu as accès à un sacré benchmark. Est-ce que tu vois des grosses différences entre des équipes? Est-ce qu'il y a des équipes qui sont en général plutôt gagnantes, qui ont des régimes particuliers ou pas spécialement? Non, je pense que là, ça fait peut-être 2-3 ans où la majorité des équipes professionnelles font intervenir des cuisiniers, etc. Donc, je pense que le niveau de prestation en compétition, il est sensiblement le même. Après, dans les équipes étrangères, il y a aussi plus de coureurs étrangers. Donc, voilà, les tendances vont un peu varier. Il y a des coureurs américains, des coureurs de l'Europe de l'Est ou autres. Les habitudes alimentaires et du coup les plats servis seront un peu différents.
mais sur le contenu de l'assiette, en termes de nutriments, on est globalement sur les mêmes choses. Donc là, vu que j'ai que des coureurs français, ces coureurs habitent tous en France, donc ils sont habitués, ils ont baigné dans ça toute leur vie, dans la culture française, la culture alimentaire française. Donc eux, ils n'ont pas d'exigence particulière à manger différemment. Après, c'est sur des aliments très spécifiques, mais qui sont reconnus sur le plan scientifique pour des vertus particulières. Et ça, c'est reconnu par tous les nutritionnistes. Donc, il n'y aura pas de grande différence, que ça soit vis-à-vis de ma prestation ou entre des équipes françaises et des équipes étrangères, par exemple. Et une dernière question peut-être pour clôturer sur cet épisode qui a été censé être court sur ta présentation et donc un petit peu de questions logistiques. Du coup, tu ne suis pas tes athlètes, que tu suis plutôt au long cours sur le cyclisme sur piste. Qu'est-ce qui a fait que pour ces JO, tu as changé ? Est-ce qu'on t'a sollicité pour autre chose ? Mais du coup, est-ce que tu vas quand même jeter un œil à tes poulains, entre guillemets ? Est-ce que tu vas essayer d'aller voir leur compétition ou est-ce que ça va pas du tout coller au niveau du planning ? Et puis, la petite dernière quand même question pour la route. Combien tu vas avoir de personnes avec toi pour t'aider ? Parce que on sait qu'un chef, ça a toujours sa batterie d'assistants, de commis. Est-ce que tu vas avoir du monde avec toi ? Je commence par la dernière question. Donc, je serai seul à cuisiner. Donc, on va dire au niveau de l'aide, il y aura les assistants, enfin les kinés, qui vont faire tout ce qui est ravitaillement, par exemple, en principe, c'est le gâteau de riz, etc. Par exemple, pour pendant l'effort, en course ou à l'entraînement. Et vis-à-vis du contexte, en principe, on fonctionne en bulle, en fait. Donc, moi, je suis pas amené à sortir de l'hébergement. Donc, j'aurai des gens, des Japonais en l'occurrence, qui iront faire les courses. Donc là aussi, ça laisse beaucoup d'imprévus sur ce que je vais retrouver dans le panier. Mais voilà, c'est la surprise, c'est la cuisine du marché selon l'arrivage. Et par rapport à ta première question, donc en fait, vis-à-vis de moi de l'INSEP, je suis entre guillemets détaché pour une certaine durée tout au long de l'année pour travailler avec la Fédération française de cyclisme. Et c'est vrai qu'au début, historiquement, j'ai commencé à travailler avec le cyclisme sur piste, donc plus avec l'endurance, pas forcément avec le sprint. Et l'idée, c'était vraiment de caler tout en amont la nutrition, les protocoles, etc. Parce qu'en fait, eux, ils vont pas être au village olympique principal, mais au village annexe. Et donc, ils vont fonctionner avec un self autonome. Et comme on est aux Jeux Olympiques, en termes de diversité, sur le principe, c'est calé, il y a aucun souci. Et c'était vraiment sur la route où dès il y a 2 ans, en fait, au moment du test event, donc un peu la répétition générale, le staff s'était rendu compte qu'on était vraiment trop éloigné du village olympique. Il y a plus de 3 heures de route. Donc faire cette route la veille ou même le matin de la course potentiellement, avec en plus tout ce qui s'est rajouté avec le Covid, les barrages, les points de contrôle, c'était trop compliqué à gérer. Donc il y a vraiment eu cette stratégie de mise en place. Et à la suite de ma venue au championnat du monde l'année dernière, on a réfléchi justement aux Jeux Olympiques et à retranscrire un peu ce qu'on avait pu mettre en place l'an dernier. Et puis voilà, ça suit son cours. Mais c'est vrai que ça aurait été avec plaisir d'aller avec le cyclisme sur piste, même si j'aurais été productif, on va dire, sur la partie compétition, gestion des protocoles le jour J, parce que tout le reste, les athlètes sont calés, ils sont au millimètre maintenant, ils sont vraiment autonomes. C'est vraiment vraiment cool d'avoir vu cette évolution au fur et à mesure des 2 ans. Ça aurait été plus pour entre guillemets pour récolter tout ce qu'on a pu semer, mais c'est voilà. Là, c'est un nouveau défi et c'est passionnant. En fait, la décision, elle se justifie plus par une question logistique que pour taquiner un peu. Je dirais, tu lâches pas tes protégés. C'est juste que eux, ils sont autonomes. Justement, tu les as bien élevés, pour ainsi dire. Et les autres, il faut que tu les chouchoutes encore un peu, surtout d'un point de vue logistique. Voilà. Mais j'avoue que les pistards, c'est quand même mes préférés. Valentin, merci beaucoup pour cet épisode censé être d'introduction sur notre invité de la semaine. Je propose que demain, on revienne un petit peu plus sur les détails de l'alimentation et la nutrition, surtout dans le contexte de la préparation des Jeux Olympiques. Ça marche. Eh ben, on se dit à demain. À demain. Merci. À demain. Vous avez apprécié nos échanges ? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook, c'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!